Le 23 septembre 2006, 4 hommes d'affaires prospères montent à bord d'un hélicoptère Eurocopter AS-350 sur l'héliport de Monaco. Destination: Cannes, pour un vol de routine de 22 minutes au-dessus de la Méditerranée scintillante. Bernard Lacroix, Vincent Marchetti, Alain Rossi et Jean-Paul Caron ne savent pas encore qu'ils sont sur le point de disparaître dans l'un des mystères les plus troublants de la Côte d'Azur. À 15h47, leur appareil s'évanouit des écrans radars, emportant avec lui 4 vies et laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Pendant 15 longues années, leur famille pleure, les enquêteurs se perdent en conjectures, et la Méditerranée garde jalousement ses secrets. Mais parfois, la vérité ressurgit là où on l'attend le moins. En 2021, une simple photo postée sur Instagram par un touriste anonyme va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire. Car au fond de cette image innocente, capturée par hasard sur le port de Nice, se cache un visage que personne n'aurait dû revoir vivant. Comment 4 hommes déclarés morts depuis 15 ans peuvent-ils ressurgir dans une photographie? Et surtout, que cache vraiment leur disparition mystérieuse au-dessus des eaux azurées de la Côte d'Azur? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Monaco, septembre 2006. Le petit principauté scintille sous le soleil méditerranéen de fin d'été, ses yachts blancs se balançant paresseusement dans le port Hercule. C'est dans ce décor de carte postale que 4 hommes d'affaires se retrouvent ce samedi matin, unis par bien plus que leur réussite apparente. Ils partagent un secret qui, s'il était révélé, pourrait détruire tout ce qu'ils ont construit. Bernard Lacroix, 45 ans, domine le marché immobilier de luxe entre Nice et Cannes depuis une décennie. Grand, élégant, toujours impeccablement vêtu, il a bâti son empire sur des ventes d'appartements vue mer à des millionnaires du monde entier. Ses bureaux, situés dans le quartier huppé de Carré d'Or à Monaco, emploient 32 personnes et génèrent des millions d'euros de commissions chaque année. Marié à Isabelle depuis 18 ans, père de 2 adolescents, Julien et Émilie, Bernard incarne la réussite à la française. Mais sous cette façade dorée se cache un homme rongé par l'anxiété depuis plusieurs mois. Vincent Marchetti, 42 ans, est son plus proche associé. Consultant financier spécialisé dans les investissements offshore, il aide une clientèle fortunée à optimiser sa fiscalité à travers des montages complexes impliquant les îles Caïmans, le Luxembourg et la Suisse. Son bureau, avenue des Beaux-Arts à Monaco, ressemble davantage à un salon privé qu'à un cabinet comptable traditionnel. Vincent, célibataire endurci, collectionne les voitures de sport et les conquêtes éphémères. Mais sa véritable passion reste les chiffres et les paradis fiscaux. Originaire de Marseille, il a gravi tous les échelons grâce à une intelligence redoutable et une morale élastique. Alain Rossi, 48 ans, possède une chaîne de 7 restaurants haut de gamme échelonnés le long de la Côte d'Azur. Chez Alain, la Terrasse Dorée, le Rivage, ces établissements attirent une clientèle internationale fortunée qui n'hésite pas à dépenser sans compter pour une soirée mémorable. Divorcé depuis 3 ans, Alain partage la garde de sa fille Sophia, 16 ans, avec son ex-épouse Nathalie. Homme chaleureux au fort accent niçois, il cache derrière sa bonhomie méditerranéenne un sens des affaires impitoyable et une tendance à contourner certaines règles fiscales. Enfin, Jean-Paul Caron, 39 ans, le plus jeune du groupe, exerce comme avocat fiscaliste dans un prestigieux cabinet de Cannes. Spécialisé dans le droit international des affaires, il maîtrise parfaitement les subtilités juridiques permettant à ses clients de naviguer entre différentes juridictions. Marié à Céline, père de 2 jeunes enfants, Thomas et Léa, Jean-Paul apparaît comme l'homme de loi irréprochable. Pourtant, depuis 6 mois, il dort mal et sursaute au moindre appel téléphonique. Ces 4 hommes ne se sont pas rencontrés par hasard. Leurs destins se sont entremêlés 3 ans plus tôt, en 2003, lors d'un dîner d'affaires au Monte Carlo Beach.
Bernard cherchait alors des solutions pour ses clients, souhaitant investir discrètement dans l'immobilier français. Vincent lui avait présenté Jean-Paul, qui connaissait parfaitement les arcanes juridiques permettant de monter des sociétés écrans. Alain, quant à lui, avait rejoint le groupe en proposant ses restaurants comme lieu de rencontre discret pour leurs clients les plus fortunés. Ensemble, ils avaient développé un système d'une efficacité redoutable. Bernard identifiait les biens immobiliers de prestige. Jean-Paul créait les structures juridiques offshore nécessaires. Vincent gérait les flux financiers complexes et Alain facilitait les rencontres dans l'ambiance feutrée de ses établissements. Sur le papier, tout était parfaitement légal. Dans la réalité, la frontière avec le blanchiment d'argent était devenue de plus en plus floue. La Côte d'Azur de 2006 vit ses dernières années d'insouciance financière avant la crise des subprimes. L'argent coule à flot, les contrôles restent légers et la French Riviera attire tous ceux qui cherchent à faire fructifier leurs capitaux, loin des regards indiscrets. Monaco, avec son statut fiscal privilégié, sert de plaque tournante à des millions d'euros aux origines parfois douteuses. Nice et Cannes complètent ce triangle doré où se mélangent fortune légitime et argent sale. C'est dans ce contexte que nos 4 protagonistes ont prospéré, jusqu'à ce qu'un événement vienne brutalement perturber leur belle mécanique bien huilée. Le vendredi 22 septembre 2006, Jean-Paul Caron reçoit un appel qui fait basculer sa vie. Au bout du fil, son contact à la Direction générale des finances publiques lui annonce d'une voix grave qu'une enquête préliminaire vient d'être ouverte concernant plusieurs de ses clients. Le fisc français, en collaboration avec Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment, a repéré des mouvements financiers suspects impliquant plusieurs sociétés offshore liées au cabinet de Jean-Paul. L'avocat raccroche, les mains tremblantes. Il sait que cette enquête ne restera pas longtemps confidentielle et qu'elle remontera inévitablement jusqu'à ses 3 associés. Dans un réflexe de panique, il compose immédiatement le numéro de Bernard. « Il faut qu'on se voie tous les 4, urgent !» Le samedi 23 septembre, à 14h30, les 4 hommes se retrouvent dans le salon VIP de l'héliport de Monaco. L'ambiance, habituellement détendue, est électrique. Jean-Paul expose la situation. Les enquêteurs s'intéressent de près au montage financier qu'ils ont mis en place. Plusieurs de leurs clients majeurs, dont ils soupçonnent maintenant qu'ils blanchissaient de l'argent provenant de trafics divers, sont dans le collimateur de la justice. « Combien de temps avant qu'ils nous convoquent ?» demande Vincent, d'ordinaire si sûr de lui. « Quelques semaines, peut-être moins, » répond Jean-Paul. « Et quand ils commenceront à creuser, ils découvriront tout. Les sociétés aux Caïmans, les comptes en Suisse, les prête-noms. On risque entre 5 et 10 ans ferme, chacun. » Bernard, habituellement le leader naturel du groupe, semble accablé. Il pense à sa femme Isabelle, à ses enfants qui ignorent tout de ses activités parallèles. À 45 ans, l'idée de finir sa vie en prison lui est insupportable. Alain, lui, réfléchit à voix haute. « Mes restaurants, mon ex-femme, ma fille, si cette histoire éclate, je perds tout, tout. » C'est alors que Vincent, l'esprit toujours pragmatique, lâche la phrase qui va tout changer. « Et si on disparaissait ?» Le silence qui suit cette suggestion est lourd de sous-entendus. Vincent développe son idée. Il connaît des gens en Amérique du Sud, des spécialistes qui peuvent fournir de nouvelles identités. Il a des comptes non déclarés qui pourraient financer leur nouvelle vie. Et surtout, il a repéré plusieurs fois les failles dans le système de surveillance aérienne au-dessus de la Méditerranée. « Tu suggères qu'on fasse semblant de mourir ?» demande Bernard incrédule. « Je suggère qu'on choisisse notre destin plutôt que de le subir, » répond Vincent. L'idée fait son chemin. Jean-Paul, qui connaît tous les aspects juridiques, explique que leur famille toucherait les assurances-vie. Alain calcule que ces restaurants, gérés par des associés compétents, continueraient à prospérer et assureraient l'avenir de sa fille. Bernard réalise que sa disparition mettrait sa famille à l'abri de tout scandale. À 15h15, ils montent à bord de l'Eurocopter AS-350 immatriculé FGZMP, piloté par le capitaine Henri Blanc, 53 ans, un ancien pilote de l'armée reconverti dans le transport civil de luxe.
Blanc travaille pour la société Azureli depuis 7 ans et connaît parfaitement les 4 hommes d'affaires qu'il transporte régulièrement entre Monaco, Nice et Cannes. Ce que Henri Blanc ignore, c'est que ces passagers ont pris une décision qui va changer le cours de 5 vies. Dans le coffre-fort de Bernard, à Monaco, se trouvent déjà 4 passeports vierges et une mallette contenant 2 millions d'euros en liquide. Vincent a confirmé par téléphone satellite que le bateau qui les attend au large de l'île Sainte-Marguerite est bien en position. À 15h32, l'hélicoptère décolle de Monaco par une météo parfaite. Température 24 degrés, vent faible de secteur ouest, visibilité excellente. Le plan de vol indique un trajet direct vers Cannes, avec une arrivée prévue à 15h54. À 15h47, l'appareil disparaît des écrans radars, quelque part au-dessus des eaux bleues de la Méditerranée, à environ 15 km au sud-est d'Antibes. La dernière communication radio du capitaine Blanc, enregistrée par le centre de contrôle de Nice, est parfaitement normale. Nice Contrôle, Azureli 350, Cap 240, altitude 1000 pieds, en route vers Cannes. Puis plus rien, le silence radio total. À 16h10, quand l'hélicoptère n'arrive pas à Cannes comme prévu, les premiers appels d'alerte sont lancés. À 16h30, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, CROSS, de la Méditerranée et les autorités italiennes sont prévenus. La plus grande opération de recherche et de sauvetage de l'histoire de la Côte d'Azur vient de commencer, sans que personne ne soupçonne qu'elle est peut-être parfaitement inutile. L'annonce de la disparition de l'hélicoptère tombe comme un couperet sur les familles des 4 hommes. Isabelle Lacroix apprend la nouvelle par un appel de la gendarmerie maritime à 17h45. Elle venait de terminer les devoirs avec Émilie, sa fille de 15 ans, quand le téléphone a sonné. Le gendarme, d'une voix professionnelle mais empreinte de compassion, lui explique que l'appareil de son mari a disparu des radars et qu'une vaste opération de recherche est en cours. « Disparu ? Que voulez-vous dire par disparu ?» demande-t-elle, la voix tremblante. « Madame Lacroix, nous faisons tout notre possible pour les retrouver. Des hélicoptères de la sécurité civile, des navires de la marine nationale et plusieurs bateaux de plaisance participent aux recherches. Nous vous tiendrons informés de toute évolution. » Cette nuit-là, aucune des épouses ne ferme l'œil. Céline Caron, la femme de Jean-Paul, reste collée à sa télévision, zappant entre les chaînes d'information locales qui commencent à relayer l'information. Nathalie Rossi, l'ex-femme d'Alain, malgré leur divorce récent, ressent une douleur sourde en apprenant la disparition du père de sa fille. Le dimanche 24 septembre, les recherches s'intensifient. 8 hélicoptères, 12 navires et une centaine de plaisanciers volontaires quadrillent une zone de 200 km² autour du dernier point de contact radar. La préfecture maritime de la Méditerranée coordonne l'opération depuis son PC de Toulon, mobilisant des moyens exceptionnels pour ce qui est déjà considéré comme la plus importante mission de recherche et sauvetage de la décennie sur la Côte d'Azur. Vers 14h30, un premier élément est découvert, des débris métalliques flottant à une quinzaine de kilomètres au sud-est d'Antibes. L'espoir renaît brièvement quand les plongeurs de la marine identifient formellement des fragments de l'Eurocopter AS-350. Une partie du rotor principal, des éléments de la cabine, quelques sièges en cuir déchiqueté, tout confirme qu'un accident s'est bien produit. Mais aucun corps n'est retrouvé. Les courants marins, particulièrement forts à cette période de l'année, ont pu disperser les victimes sur des dizaines de kilomètres, expliquent les experts. La Méditerranée, avec ses fonds abyssaux et ses caprices hydrologiques, a englouti les 4 hommes sans laisser de traces. L'enquête officielle, confiée au Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BEA, conclut 6 mois plus tard à un accident dû à une défaillance mécanique. Le rapport final, publié en mars 2007, évoque une probable rupture du rotor principal causée par la fatigue du métal, un défaut connu sur les anciens modèles d'AS-350. L'enquête judiciaire, menée parallèlement par le parquet de Grasse, aboutit aux mêmes conclusions et classe l'affaire sans suite.
Pour les familles, commence alors une période de deuil particulièrement douloureuse. L'absence de corps rend le processus psychologique encore plus difficile. Isabelle Lacroix expliquera plus tard à son thérapeute qu'elle continuait d'espérer secrètement voir Bernard franchir la porte de leur villa de Monaco. On ne peut pas vraiment faire son deuil sans avoir vu, sans avoir pu dire au revoir, confiera-t-elle. Les conséquences financières s'avèrent complexes. En l'absence de corps, la procédure de déclaration de décès prend plus de temps que prévu. Il faut attendre janvier 2008 pour que les 4 hommes soient officiellement déclarés morts par le tribunal de grande instance de Nice. Ce n'est qu'alors que les compagnies d'assurance vie acceptent de verser les indemnités. 4 millions d'euros pour Isabelle Lacroix, 3 millions pour Céline Caron, 2 millions pour Nathalie Rossi et 1,5 million pour la mère de Vincent Marchetti, seule héritière du célibataire. Les entreprises des 4 hommes connaissent des destins contrastés. La société immobilière de Bernard, gérée temporairement par son associé principal, Marc Dumoulin, maintient ses activités grâce à un portefeuille client solide. Mais sans le charisme et les relations de son fondateur, elle perd progressivement de son influence sur le marché monégasque. Les restaurants d'Alain Rossi s'en sortent mieux. Ses chefs et maîtres d'hôtel, formés par des années d'expérience, perpétuent l'excellence qui avait fait leur réputation. Nathalie, devenue propriétaire de la chaîne, découvre avec surprise qu'elle a un véritable sens des affaires. Le cabinet de Jean-Paul Caron traverse une période plus difficile. Ses clients, principalement des hommes d'affaires internationaux habitués à traiter directement avec lui, hésitent à faire confiance à ses associés. Plusieurs dossiers importants sont transférés vers d'autres cabinets de la région. Céline, qui ignorait tout des activités exactes de son mari, découvre en gérant sa succession qu'il possédait plusieurs comptes non déclarés en Suisse et au Luxembourg pour un total de 800 000 euros. Conseillée par un avocat fiscaliste, elle choisit de régulariser spontanément la situation auprès de l'administration française, évitant ainsi des poursuites pénales. Vincent Marchetti, n'ayant pas de famille proche, laisse un héritage considérable à sa mère, âgée de 75 ans. Ancienne institutrice vivant modestement à Marseille, Marie-Claire Marchetti se retrouve brutalement à la tête d'une fortune de plusieurs millions d'euros. Elle décide de vendre l'appartement de son fils, à Monaco, et de faire don de la majeure partie de l'héritage à des œuvres caritatives. Au fil des années, la vie reprend son cours. Isabelle Lacroix élève seule ses 2 enfants, qui grandissent avec l'image idéalisée d'un père héroïque disparu en mer. Julien, l'aîné, développe une passion pour l'aviation, rêvant de devenir pilote pour comprendre ce qui est arrivé à papa. Émilie, plus introvertie, se passionne pour le droit international, inconsciemment attirée par l'univers professionnel de son père. Céline Caron, après 2 années de thérapie, refait sa vie avec un médecin rencontré lors d'un séjour de convalescence en Savoie. Ils s'installent à Annecy avec Thomas et Léa, qui grandissent loin de l'agitation de la Côte d'Azur. Les enfants gardent de leur père des souvenirs flous mais tendres d'un homme qui rentrait tard, mais lisait toujours une histoire avant de les coucher. Sophia Rossi, la fille d'Alain, vit d'abord très mal la disparition. À 16 ans, elle traverse une période de révolte, multipliant les fugues et les provocations. Sa mère, Nathalie, parvient progressivement à la stabiliser en l'associant à la gestion des restaurants familiaux. À 25 ans, en 2015, Sophia reprend officiellement la direction de l'empire gastronomique paternel et le développe avec un sens commercial hérité de son père. Seule Marie-Claire Marchetti, la mère de Vincent, continue de nourrir des doutes. « Mon fils était trop prudent pour prendre des risques inutiles », répète-t-elle à qui veut l'entendre, et il nageait comme un poisson. Même en cas d'accident, il aurait survécu. Mais ces interrogations, attribuées au chagrin maternel, ne trouvent aucun écho auprès des enquêteurs. L'affaire du vol Azurelli 350 devient progressivement une légende locale. Les guides touristiques de la Côte d'Azur mentionnent parfois le mystère de l'hélicoptère disparu, et certains plaisanciers prétendent encore apercevoir les débris de l'appareil par grand beau temps au fond des eaux cristallines. Mais pour la plupart des habitants de la région,
Les 4 hommes d'affaires ne sont plus qu'un souvenir, une tragédie parmi d'autres dans l'histoire mouvementée de la French Riviera. Personne ne soupçonne alors que la véritable histoire ne fait que commencer et qu'elle ressurgira 15 ans plus tard de la façon la plus inattendue qui soit. Lucas Chen n'aurait jamais imaginé qu'un simple week-end à Nice changerait le cours d'une enquête classée depuis 15 ans. Ce franco-coréen de 28 ans, consultant en informatique basé à Lyon, avait décidé de s'offrir quelques jours de détente sur la Côte d'Azur en octobre 2021. Passionné de photographie, il documente méticuleusement ses voyages sur Instagram, où son compte Location Wanderer compte près de 15 000 abonnés. Le samedi 16 octobre 2021, Lucas se promène sur le port de Nice par une magnifique journée d'automne. Le soleil méditerranéen illumine les yachts de luxe amarrés dans la marina, créant des reflets dorés sur l'eau calme. Armé de son Nikon D850, il capture l'ambiance unique de ce lieu, où se mélangent touristes fortunés et marins locaux. Vers 15h30, il remarque un groupe de plaisanciers élégamment vêtus, discutant près d'un yacht de 15 mètres, un Sunseeker Manhattan immatriculé aux îles Caïmans. La scène lui semble parfaite pour illustrer l'art de vivre méditerranéen. Hommes en polo de marque, femmes en robe légère, verres de champagne scintillant au soleil. Sans réfléchir, Lucas déclenche son appareil à plusieurs reprises, cadrant large pour saisir l'atmosphère générale du port. Il ne prête aucune attention particulière au visage des personnes photographiées. Pour lui, ce ne sont que des silhouettes anonymes, des éléments de composition dans un décor de carte postale. Après avoir pris une dizaine de clichés, il range son matériel et continue sa promenade vers la promenade des Anglais. Le soir même, dans sa chambre d'hôtel, Lucas traite ses photos sur son ordinateur portable. Il sélectionne les meilleures, les retouche légèrement pour optimiser les couleurs et la luminosité, puis les poste sur Instagram avec les hashtags habituels. Buc Nice, Port de Plaisance, Côte d'Azur, Buc Mediterranean, Yacht Life, France. La photo qui va tout changer est publiée à 21h47 sous la légende « La Dolce Vita à la niçoise », N'Laptac Porte de Nice, Luxury Lifestyle, Méditerranée. Elle montre le port dans toute sa splendeur, avec au premier plan les yachts étincelants et à l'arrière-plan le groupe d'hommes et de femmes élégants qu'il avait remarqué l'après-midi. Pendant plusieurs mois, cette image reste noyée dans le flux constant de photos de voyage sur Instagram. Elle reçoit quelques centaines de likes, des commentaires admiratifs sur la beauté de la Côte d'Azur, rien de plus. Lucas, lui-même, l'oublie rapidement, ses nouvelles aventures photographiques prenant le pas sur ses souvenirs niçois. Mais le 8 mars 2022, cette photo innocente va refaire surface de la manière la plus improbable. Ce jour-là, Émilie Lacroix, la fille de Bernard, devenue une brillante étudiante en droit international de 28 ans, traverse une période de nostalgie. L'anniversaire de la disparition de son père approche, et elle ressent le besoin de se reconnecter avec ses souvenirs d'enfance sur la Côte d'Azur. Sur Instagram, elle tape machinalement « Bruxelles Port de Nice » dans la barre de recherche, espérant retrouver des images qui lui rappelleront les sorties en bateau qu'elle faisait avec son père. Elle fait défiler les photos récentes, coucher de soleil romantique, yacht de luxe, selfie de vacanciers. Soudain, son cœur s'arrête. Sur l'écran de son smartphone, elle vient de voir un visage qu'elle reconnaîtrait entre mille, malgré les 15 années écoulées. Un homme aux cheveux grisonnants, portant une chemise blanche et des lunettes de soleil, discutant avec animation près d'un yacht. Un homme qui ressemble étrangement à son père, mais avec 15 ans de plus. Les mains tremblantes, Émilie zoome sur l'image. Le visage devient flou à force d'agrandissement, mais certains détails ne trompent pas. La forme particulière du nez, légèrement busquée, la cicatrice presque invisible au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, souvenir d'un accident de vélo dans sa jeunesse, la façon caractéristique de tenir sa tête légèrement penchée vers la droite quand il écoute. « C'est impossible », murmure-t-elle. Mais son instinct lui dit le contraire. Elle examine les données de la photo, postée par Location Wanderer le 16 octobre 2021, géolocalisée au port de Nice.
L'homme qu'elle pense reconnaître semble avoir la soixantaine, exactement l'âge que son père aurait eu s'il était encore vivant. Émilie passe la nuit suivante à analyser chaque pixel de l'image, utilisant tous les outils de retouche photo qu'elle peut trouver en ligne. Elle compare avec les dernières photos qu'elle possède de son père, prises quelques semaines avant sa disparition. Malgré le vieillissement naturel et les lunettes de soleil, les similitudes sont troublantes. Le lendemain matin, elle prend une décision qui va bouleverser sa vie. Elle va contacter la police. L'inspectrice Claire Morisson reçoit Émilie Lacroix dans son bureau du commissariat central de Nice le 10 mars 2022. Âgée de 52 ans, cette policière expérimentée a consacré sa carrière aux affaires complexes et connaît parfaitement le dossier de l'hélicoptère disparu. En 2006, elle était lieutenant et avait participé à l'enquête préliminaire sous la direction de son supérieur, aujourd'hui à la retraite. Mademoiselle Lacroix, je comprends votre émotion, mais vous devez savoir que nous recevons régulièrement des signalements de ce type, explique Claire Morisson avec bienveillance. L'espoir de retrouver un proche disparu peut parfois nous faire voir des ressemblances là où il n'y en a pas. Émilie sort son téléphone et montre la photo Instagram. Inspectrice, regardez attentivement cet homme, là, près du yacht blanc. Regardez son profil, sa posture, c'est exactement la façon dont mon père se tenait. Claire Morisson examine l'image avec l'œil professionnel qui l'a toujours caractérisée. Elle doit reconnaître que la ressemblance est effectivement frappante, mais 15 ans de métier lui ont appris la prudence. Cette photo date d'octobre dernier? Oui, et j'ai vérifié. Elle a bien été prise dans le port de Nice. L'auteur ne me connaît pas, il n'avait aucune raison de truquer quoi que ce soit. L'inspectrice note soigneusement les références de la photo et promet à Émilie qu'elle va étudier la question. Mais intérieurement, elle reste sceptique. Elle a vu trop de familles endeuillées s'accrocher à des espoirs illusoires. Pourtant, ce soir-là, Claire Morisson ne parvient pas à chasser cette image de son esprit. Elle ressort le dossier de l'enquête de 2006 qu'elle conserve dans ses archives personnelles. Les photos de Bernard Lacroix, prises lors de diverses réceptions mondaines, révèlent effectivement des points de comparaison troublants avec l'homme du port de Nice. Le lendemain, elle décide de contacter Lucas Chen via Instagram. Le photographe, surpris mais coopératif, lui transmet immédiatement le fichier original en haute définition et confirme les circonstances de la prise de vue. « J'ai juste photographié l'ambiance du port, je n'ai fait attention à personne en particulier », précise-t-il. Claire Morisson transmet alors l'image au service de police technique et scientifique pour une analyse approfondie. Les experts en morphologie faciale utilisent des logiciels de reconnaissance pour comparer les traits de l'homme photographié avec ceux de Bernard Lacroix. Après 48 heures d'analyse, leur conclusion est formelle, compatible avec un taux de correspondance de 87%. L'âge apparent du sujet correspond à une évolution naturelle de 15 ans. Cette révélation électrise l'inspectrice. Si Bernard Lacroix est effectivement vivant, cela signifie que toute l'enquête de 2006 était basée sur un mensonge. Elle décide d'approfondir ses recherches en examinant attentivement les finances des 4 hommes d'affaires disparus. C'est là qu'elle fait une découverte stupéfiante. En reprenant les dossiers bancaires de l'époque, elle remarque plusieurs virements suspects effectués dans les semaines précédant la disparition. Vincent Marchetti avait transféré 500 000 € vers un compte aux îles Caïmans. Jean-Paul Caron avait liquidé plusieurs placements pour un montant total de 300 000 €. Alain Rossi avait vendu discrètement sa collection de vins pour 150 000 €. Mais le plus troublant reste le comportement de Bernard Lacroix. 3 jours avant sa disparition, il avait vidé le coffre-fort de son bureau et retiré 100 000 € en liquide de différentes banques monégasques. Son assistante, interrogée à l'époque, avait expliqué ses retraits par d'importants travaux prévus dans leur villa. Travaux qui n'ont jamais eu lieu. Claire Morisson comprend qu'elle tient peut-être le fil d'un complot soigneusement orchestré. Elle décide de rouvrir officieusement l'enquête en commençant par identifier les autres personnes présentes sur la photo de Lucas Chen.
L'analyse des métadonnées révèle que plusieurs photos ont été prises à quelques minutes d'intervalle dans le même secteur du port. Sur l'une d'elles, Claire repère un autre visage familier. Un homme aux cheveux blancs, légèrement plus petit que Bernard, qui ressemble étrangement à Vincent Marchetti vieilli de 15 ans. Cette fois, les doutes ne sont plus permis. L'inspectrice demande l'ouverture d'une enquête officielle pour simulation de crime ou de délit et escroquerie aux assurances. Le procureur de la République de Nice, intrigué par la solidité du dossier présenté, donne son accord. L'enquête s'oriente alors vers une surveillance discrète du port de Nice. Si les 4 hommes se trouvent effectivement dans la région, ils risquent de revenir sur leur lieu de prédilection. Des équipes de police en civil sont déployées sur la marina, équipées d'appareils photo longue portée et d'un logiciel de reconnaissance faciale en temps réel. Parallèlement, Claire Morisson lance des recherches internationales. Si Bernard Lacroix et ses complices ont simulé leur mort, ils ont forcément vécu quelque part pendant 15 ans. Les services d'Interpol sont saisis, ainsi que les polices sud-américaines, continent réputé pour accueillir les fugitifs européens fortunés. La réponse arrive plus vite que prévu. Le 28 mars 2022, la police brésilienne signale que 4 Français correspondant au signalement ont vécu sous de fausses identités dans une résidence fermée de Salvador de Bahia entre 2007 et 2020. Ils se faisaient appeler Ricardo Moreira, Carlos Silva, Antonio Santos et Miguel Oliveira. Leurs voisins les décrivaient comme des retraités discrets mais fortunés, qui organisaient parfois des réceptions somptueuses dans leur villa face à l'océan. Selon les témoignages recueillis, les 4 hommes avaient quitté précipitamment le Brésil en janvier 2021, prétextant des problèmes de santé nécessitant des soins en Europe. Leurs villas, vendues à prix cassés, étaient désormais occupées par de nouveaux propriétaires. Cette information confirme les soupçons de Claire Morisson. Les 4 hommes d'affaires ont bien simulé leur mort en 2006, vécu clandestinement au Brésil pendant 14 ans, puis sont revenus en France en 2021. Mais pourquoi prendre le risque de revenir? Et surtout, que font-ils depuis leur retour? La réponse à ces questions va révéler une vérité encore plus choquante que leur résurrection. Le 12 avril 2022, l'équipe de surveillance déployée dans le port de Nice obtient enfin la confirmation qu'elle attendait. À 16h20, les caméras de reconnaissance faciale détectent simultanément Bernard Lacroix et Vincent Marchetti descendant d'un taxi près de la capitainerie. Les 2 hommes, vêtus avec l'élégance décontractée typique de la Côte d'Azur, se dirigent naturellement vers le yacht Sunseeker Manhattan que Luca Chen avait photographié 6 mois plus tôt. L'inspectrice Claire Morisson, postée dans un véhicule banalisé à 200 mètres de là, sent son cœur s'accélérer. Après 16 ans de carrière, elle n'avait jamais vécu un moment aussi surréaliste, voire ressusciter des morts officiels. Elle active immédiatement la procédure d'interpellation prévue, tout en maintenant la surveillance pour identifier d'éventuels complices. À 16h35, Alain Rossi et Jean-Paul Caron arrivent à leur tour, au volant d'une Mercedes classe S aux plaques monégasques. Les 4 hommes se retrouvent sur le pont du yacht avec la même complicité qu'autrefois, comme si 15 années de mort simulée n'étaient qu'une parenthèse dans leur amitié. Claire Morisson attend encore 20 minutes, le temps de s'assurer qu'aucun autre protagoniste ne viendra compliquer l'interpellation. À 17h précises, elle donne le signal à ses équipes. 8 policiers en civil convergent discrètement vers le yacht, bloquant toutes les issues possibles. Police judiciaire, messieurs Bernard Lacroix, Vincent Marchetti, Alain Rossi et Jean-Paul Caron, vous êtes en état d'arrestation pour simulation de crime et escroquerie aux assurances. Le silence qui suit cette annonce est saisissant. Les 4 hommes se figent, leur verre de champagne à la main, comme frappés par la foudre. Bernard, toujours le leader naturel du groupe, retrouve ses réflexes en premier. « Je crois qu'il y a une erreur, officier. Mon nom est Ricardo Moreira. Je suis citoyen brésilien. » Mais Claire Morisson a anticipé cette réaction. Elle sort de sa poche une tablette et affiche côte à côte la photo Instagram de Lucas Chen et les portraits officiels des 4 hommes datant de 2006.
L'analyse morphologique ne laisse aucun doute, monsieur Lacroix. Et nous avons des témoins de votre séjour à Salvador de Bahia sous cette fausse identité. Vincent Marchetti tente alors une dernière manœuvre. Même si nous étions ces personnes, ce qui reste à prouver, quel crime avons-nous commis? Être mort n'est pas un délit, que je sache. Simulation de crime, escroquerie aux assurances pour un montant de 10 millions d'euros, usage de faux documents d'identité et surtout, Claire marque une pause théâtrale. Blanchiment d'argent et association de malfaiteurs pour les nouvelles activités que vous menez depuis votre retour. Cette dernière accusation fait mouche. Jean-Paul Caron pâlit visiblement, confirmant les soupçons de l'inspectrice. Car depuis 3 semaines, la surveillance électronique mise en place avait révélé que les 4 hommes ne se contentaient pas de profiter paisiblement de leur résurrection. Ils avaient recommencé leurs anciens trafics, mais à une échelle bien plus importante. Les écoutes téléphoniques autorisées par le juge d'instruction avaient révélé un réseau sophistiqué de blanchiment impliquant des crypto-monnaies, des comptes offshore aux îles Cook et des investissements immobiliers de façade en Espagne et au Portugal. Forts de leur expérience passée et de leurs 15 années de réflexion, ils avaient conçu un système quasi indétectable qui leur permettait de blanchir plusieurs millions d'euros par mois pour le compte de clients internationaux. Nous avons saisi vos ordinateurs portables dans vos résidences respectives ce matin, ajoute Claire Morrison. Nos experts informatiques ont déjà identifié plus de 50 comptes suspects et des transactions suspectes pour un montant total de 42 millions d'euros depuis janvier 2021. Alain Rossi, jusqu'alors silencieux, explose soudain. Vous ne comprenez rien, nous n'avions pas le choix. En 2006, nous allions tous finir en prison pour des activités que nous pensions légales. Nous avons préféré disparaître plutôt que de détruire nos familles. Et pourquoi revenir? Demande l'inspectrice. C'est Bernard qui répond, avec une amertume palpable dans la voix. Parce que 15 ans d'exil, même dorés, finissent par devenir une prison. Nos enfants ont grandi sans nous, nos femmes ont refait leur vie, nous avons vieilli loin de tout ce qui donnait un sens à notre existence. Au début, nous pensions que quelques années suffiraient, que l'enquête fiscale se tasserait. Mais plus le temps passait, plus il devenait impossible de réapparaître officiellement. Vincent poursuit. En 2020, nous avons appris que l'enquête de 2006 avait été définitivement classée. Nous pensions pouvoir revenir discrètement, vivre nos dernières années près de nos proches, même cachés. Mais nous avions besoin d'argent propre pour financer cette nouvelle vie, d'où ces activités. Jean-Paul, l'avocat, tente encore de limiter les dégâts. Nous sommes prêts à rembourser intégralement les assurances vie et à nous constituer prisonniers. Nos familles n'ont jamais été au courant de rien. Elles sont totalement innocentes. Mais Claire Morrison sait que la partie juridique ne fait que commencer. L'interpellation de 4 morts vivants va poser des problèmes légaux inédits et passionner la presse internationale. Le procès de l'affaire de l'hélicoptère fantôme, comme l'ont surnommé les médias, s'ouvre le 15 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Nice. L'audience attire des journalistes du monde entier, fascinés par cette histoire unique de résurrection criminelle. Les 4 prévenus, défendus par les meilleurs avocats de la Côte d'Azur, plaident les circonstances atténuantes. Leurs conseils mettent en avant le désespoir qui les avait poussés à cette extrémité en 2006, leur exil volontaire de 15 années et surtout l'absence de victimes directes de leur escroquerie aux assurances, les compagnies ayant largement amorti ces pertes sur d'autres dossiers. L'instruction avait révélé les détails fascinants de leur disparition orchestrée. Le 23 septembre 2006, l'hélicoptère avait effectivement décollé de Monaco vers Cannes, mais avait dévié de sa route pour atterrir sur un terrain privé près de Fréjus, propriété d'un complice de Vincent Marchetti. Les 4 hommes étaient alors montés à bord d'un bateau de plaisance qui les avait menés jusqu'à un cargo battant pavillon panaméen en route vers l'Amérique du Sud. Le pilote Henri Blanc, interrogé par la police brésilienne, avait fini par avouer sa participation dans les moindres détails. Criblé de dettes de jeu contractées au casino de Monte-Carlo,
Il avait accepté contre 200 000 € de participer à cette mise en scène macabre. Le plan était d'une simplicité redoutable. Après avoir atterri sur le terrain privé de Fréjus, Henri avait remonté l'hélicoptère sur une remorque spécialement conçue pour le transport aérien, puis l'avait conduit jusqu'à un hangar isolé dans l'arrière-pays varois. Là, avec l'aide de 2 mécaniciens complices, ils avaient minutieusement démonté certaines pièces de l'appareil pour créer des débris crédibles. Le rotor principal avait été sectionné de manière à simuler une rupture due à la fatigue du métal. Des fragments de la cabine avaient été arrachés et volontairement endommagés pour imiter les dégâts d'un crash en mer. Même les sièges en cuir avaient été déchirés et trempés dans l'eau salée pour leur donner l'apparence d'avoir séjourné dans la Méditerranée. Henri avait ensuite utilisé un bateau de pêche, emprunté à un ami marseillais, pour disperser ces débris en plusieurs points au large d'Antibes, suivant les courants marins pour que leur découverte paraisse naturelle. Il avait même pris soin de perforer quelques bidons d'huile hydraulique pour créer la nappe de carburant caractéristique d'un accident aérien. Pendant ce temps, les 4 fugitifs vivaient cachés dans une villa isolée près de Grasse, attendant le moment propice pour embarquer. Vincent Marchetti avait organisé leur exfiltration avec une précision militaire. Le cargo panaméen Santa Maria de los Océanos les avait récupérés au large de Toulon 3 jours après leur mort officielle, alors que les recherches battaient leur plein. La traversée vers l'Amérique du Sud avait duré 18 jours. Cachés dans une cabine aménagée spécialement dans la cale du navire, les 4 hommes avaient eu tout le temps de mesurer l'ampleur de leur acte. Bernard se souvenait encore des nuits d'insomnie, bercé par le roulis du cargo, à penser à ses enfants qui pleuraient peut-être sa disparition. Nous pensions que ce serait temporaire, que nous pourrions revenir discrètement au bout de quelques années, confiera-t-il plus tard au juge d'instruction. Leur installation au Brésil avait été facilitée par un réseau de corruption bien établi. À Salvador de Bahia, Vincent avait contacté un avocat local spécialisé dans les nouvelles identités pour riches Européens en fuite. Moyennant 500 000 $, Ricardo Ferreira, tel était son nom, leur avait fourni des passeports brésiliens parfaitement authentiques, des histoires personnelles cohérentes et même des familles fictives pour justifier leur accent portugais approximatif. Ils avaient loué 4 villas contiguës dans le quartier huppé de Stella Maris, face à l'océan Atlantique. Officiellement, ils étaient 4 entrepreneurs français retraités, ayant vendu leurs affaires en Europe pour profiter du climat tropical brésilien. Leur fortune apparente, légitimée par de faux virements bancaires, leur avait rapidement ouvert les portes de la haute société locale. Bernard, devenu Ricardo Moreira, s'était reconverti dans l'import-export de produits français de luxe. Sa connaissance du marché européen lui permettait de développer une activité lucrative, tout en gardant un profil discret. Il passait ses journées dans son bureau climatisé, gérant ses affaires par téléphone et e-mail, mais ses nuits étaient hantées par les souvenirs de sa vraie famille. Vincent, alias Carlos Silva, avait créé une société de conseil financier pour expatriés européens. Ses clients, souvent eux-mêmes en fuite fiscale, appréciaient sa discrétion et son expertise des paradis fiscaux. Il vivait dans un appartement somptueux au dernier étage d'une tour de standing, collectionnait les voitures de sport brésiliennes et multipliait les liaisons avec de jeunes femmes locales, cherchant dans ses relations éphémères un oubli qu'il ne trouvait jamais. Alain, transformé en Antonio Santos, avait ouvert 2 restaurants de cuisine française dans les quartiers touristiques de Salvador. Le Petit Paris et Côte d'Azur proposaient une cuisine raffinée qui rappelait ses établissements français. Il employait une 15aine de personnes et était respecté dans le milieu culinaire local. Mais chaque soir, en fermant ses restaurants, il regardait obsessionnellement les photos de sa fille, Sofia, qu'il conservait secrètement dans son portefeuille. Jean-Paul, devenu Miguel Oliveira, exerçait comme consultant juridique international. Sa maîtrise du droit français et européen intéressait de nombreuses entreprises brésiliennes souhaitant investir en Europe. Il avait épousé en 2010 une veuve brésilienne, Maria Carmen, et élevait ses 2 enfants comme les siens. Cette famille de substitution lui apportait un réconfort relatif.
Mais il ne parvenait jamais à oublier Thomas et Léa, ces vrais enfants qui grandissaient sans lui. Pendant 14 ans, ils avaient maintenu leur façade d'hommes d'affaires prospères et discrets. Ils se voyaient régulièrement, organisaient des barbecues sur leur terrasse, partaient en vacances ensemble sur les plages de Bahia. Pour leurs voisins et connaissances, ils formaient un groupe d'amis soudés, unis par leur origine française commune. Mais cette apparente sérénité cachait une souffrance grandissante. Grâce à Internet, ils suivaient secrètement la vie de leurs familles européennes. Bernard regardait grandir ses enfants à travers leur compte Facebook. Vincent observait sa mère vieillir sans pouvoir l'accompagner. Alain voyait sa fille reprendre brillamment ses restaurants. Jean-Paul découvrait que sa femme s'était remariée et que ses enfants avaient un beau-père aimant. En 2015, la douleur de l'exil était devenue insupportable. Ils avaient envisagé de révéler la vérité, de rentrer en France pour purger leur peine et retrouver leurs proches. Mais 15 années de mensonges avaient créé une situation juridique inextricable. Comment expliquer leur résurrection? Comment justifier qu'ils aient laissé leur famille souffrir si longtemps? Comment rembourser des assurances-vie déjà dépensées? C'est Vincent qui avait trouvé la solution. Rentrer clandestinement en France avec leurs nouvelles identités, surveiller discrètement leur famille, tout en reconstruisant un patrimoine qui leur permettrait de leur assurer un avenir confortable. L'idée était de révéler progressivement leur survie, de préparer psychologiquement leurs proches à leur retour. En janvier 2021, ils avaient liquidé leurs affaires brésiliennes à prix cassé et étaient rentrés en France par vol séparé, avec leur passeport brésilien. Bernard s'était installé dans un appartement discret à Monaco, Vincent à Nice, Alain à Cannes et Jean-Paul à Antibes. Ils formaient à nouveau leur ancien carré, mais 15 ans plus vieux et infiniment plus mélancolique. C'est là qu'ils avaient découvert l'ampleur des transformations survenues en leur absence. Leurs enfants étaient devenus adultes, leurs ex-épouses avaient refait leur vie. Le monde numérique avait révolutionné la surveillance et le contrôle. Ils réalisaient avec amertume que leur époque était révolue et qu'ils étaient devenus des fantômes dans leur propre vie. Pour financer leur nouvelle existence clandestine et préparer leur résurrection officielle, ils avaient remis en route leurs anciens réseaux de blanchiment, mais à l'échelle internationale. Leurs 14 années d'exil leur avaient donné une connaissance approfondie des systèmes financiers sud-américains, qu'ils comptaient exploiter pour monter une nouvelle structure de blanchiment euro-brésilienne. Ils ne savaient pas qu'en reprenant leurs habitudes de rencontre dans les lieux huppés de la Côte d'Azur, ils s'exposaient fatalement aux regards et aux objectifs des photographes amateurs. Le hasard, sous la forme de Lucas Chen et de son Instagram, allait transformer leur prudent retour en résurrection spectaculaire. Les conséquences de cette révélation sur les proches des 4 hommes sont aussi diverses que douloureuses et révèlent la complexité des liens familiaux face à une trahison d'une ampleur inédite. Isabelle Lacroix, désormais âgée de 57 ans, traverse la crise la plus profonde de son existence. La femme élégante et digne qui avait su préserver ses enfants du scandale médiatique en 2006 s'effondre littéralement en apprenant la supercherie. 15 ans de deuil, 15 ans à pleurer un mort qui buvait du champagne au soleil pendant que j'élevais seul nos enfants, déclare-t-elle à la presse, mais ces mots publics ne reflètent qu'une partie de sa souffrance. Dans les semaines qui suivent l'arrestation, Isabelle consulte 3 psychiatres différents, incapables de gérer l'effondrement de toutes ses certitudes. Elle découvre avec horreur que Bernard connaissait tous les détails de sa vie depuis son retour. Son nouveau compagnon, un médecin rencontré en 2018, les succès scolaires d'Émilie, la carrière de pilote de Julien. « Il m'espionnait comme une proie », confie-t-elle à sa sœur. « Il savait que je portais encore mon alliance, il savait que je n'avais jamais touché à son bureau, préservé comme un sanctuaire. Il me regardait pleurer sa mort alors qu'il était vivant. » La découverte la plus cruelle survient quand les enquêteurs révèlent que Bernard était présent en observation lors de la remise de diplôme d'Émilie à Sciences Po en 2019. Les caméras de surveillance de l'université l'avaient filmé à distance, reconnaissable seulement rétrospectivement grâce à l'analyse comparative.
Il était là dans l'ombre, quand notre fille recevait sa récompense suprême, sanglote Isabelle. Comment peut-on être assez lâche pour regarder sa fille triompher sans oser l'approcher? Elle entame une procédure de divorce et réclame la restitution intégrale de l'assurance vie, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral, évalués à 3 millions d'euros. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est sa capacité à faire confiance qui est détruite. Elle rompt avec son compagnon, incapable de supporter qu'un autre homme puisse partager son intimité après une telle trahison conjugale. Émilie et Julien Lacroix, maintenant adultes, refusent catégoriquement de revoir leur père, mais leur réaction révèle des tempéraments opposés. Émilie, brillante juriste de 28 ans, canalise sa colère dans une froide détermination professionnelle. Elle se spécialise dans le droit pénal des affaires et consacre sa thèse de doctorat aux conséquences juridiques de la simulation de décès dans les fraudes aux assurances. Cet homme a détruit notre enfance et celle de notre mère, explique-t-elle dans une interview télévisée diffusée sur France 2. Nous préférons garder le souvenir du père aimant qu'il était avant sa lâcheté. Julien, devenu effectivement pilote comme il l'avait rêvé adolescent, vit plus difficilement cette résurrection. À 26 ans, commandant de bord sur Airbus A320 pour une compagnie européenne, il avait fait de l'aviation sa passion en hommage au père disparu en vol. Découvrir que cette vocation était basée sur un mensonge le plonge dans une crise identitaire profonde. Il prend un congé sans solde de 6 mois et change légalement de nom, adoptant le nom de jeune fille de sa mère. Lors de ses rares confidences, il avoue avoir perdu sa passion pour le pilotage. Chaque fois que je décolle, je pense à son mensonge. L'aviation était devenue mon lien avec lui. Maintenant, c'est devenu le symbole de sa trahison. Céline Caron réagit avec la pragmatisme qui l'a toujours caractérisée, mais cache une blessure plus profonde qu'elle ne veut l'admettre. Remariée depuis 2015 à Michel Bertrand, un chirurgien rencontré lors d'un séjour de convalescence en Savoie, mère de 2 autres enfants, Maxime, 8 ans, et Clara, 6 ans, elle mène une vie apparemment équilibrée à Annecy. Mais l'arrestation de Jean-Paul réveille des douleurs qu'elle croyait cicatrisées. Il a préféré nous faire souffrir plutôt que d'assumer ses responsabilités, confie-t-elle au juge d'instruction, mais ces nuits sont hantées par des questions sans réponse. Comment Jean-Paul avait-il pu la regarder pleurer, consoler leurs enfants orphelins, vendre leur maison de Cannes pour s'installer loin des souvenirs? Les enquêteurs lui révèlent que Jean-Paul s'était remarié au Brésil en 2010, qu'il avait élevé 2 enfants de substitution. Cette polygamie secrète la blesse plus que tout le reste. Thomas et Léa, les enfants de Jean-Paul, maintenant âgés respectivement de 23 et 21 ans, acceptent de rencontrer leur père en prison, poussés par une curiosité morbide plus que par un désir de réconciliation. Thomas, étudiant en médecine à Lyon, ressemble physiquement à son père et a hérité de son intelligence juridique. Il interroge Jean-Paul avec la précision d'un procureur. Pourquoi ne pas avoir choisi la prison en 2006? Au moins, nous aurions pu te rendre visite. Au moins, nous aurions su que tu pensais à nous. Léa, étudiante en psychologie, tente une approche plus thérapeutique, mais n'obtient que des justifications qui la révoltent. Il parle de nous comme d'un sacrifice nécessaire pour notre bien, confie-t-elle à sa mère. Il a détruit notre enfance pour nous préserver d'un scandale, mais il nous a privés d'un père. Comment peut-on être assez égoïste pour appeler cela de l'amour? Leurs retrouvailles se limitent à 3 visites espacées, tendues et douloureuses. Les enfants repartent à chaque fois avec plus de questions que de réponses et finissent par renoncer à comprendre un homme qui leur semble étranger. Nathalie Rossi vit la découverte de la résurrection d'Alain comme une intrusion posthume dans sa nouvelle vie. Âgée de 53 ans, elle avait brillamment géré l'empire gastronomique de son ex-mari, développant la chaîne de 7 à 12 restaurants entre 2010 et 2021. Remariée depuis 2018 à Philippe Moreau, un chef cuisinier rencontré lors d'un salon professionnel, elle menait une existence paisible entre son travail et sa nouvelle famille recomposée.
La révélation qu'Alain l'observait de loin depuis son retour lui donne une sensation d'être sali rétrospectivement. Il connaissait tous mes faits et gestes, il savait que Sophia dirigeait brillamment les restaurants, il savait que j'avais un nouveau compagnon, il savait que nous étions heureux. Il nous espionnait comme des proies, révèle-t-elle à son avocat. Combien de fois a-t-il été présent sans que nous le sachions? Combien de nos moments intimes a-t-il violés par sa surveillance? L'enquête révèle qu'Alain possédait des photos récentes de Nathalie et de Sophia, prises au téléobjectif lors de diverses occasions. L'inauguration d'un nouveau restaurant en 2021, le mariage de Sophia en 2020, des moments familiaux sur la terrasse de leur villa cannoise. Cette collection secrète traumatise profondément les deux femmes, qui réalisent avoir été observées à leur insu pendant des mois. Sophia, désormais âgée de 32 ans, directrice générale de la chaîne familiale et mère de 2 enfants, Antoine, 3 ans, et Louise, 18 mois, refuse catégoriquement tout contact avec son père. Femme d'affaires accomplie, elle a développé l'empire paternel avec un sens commercial hérité de son père. Mais sa découverte de la supercherie la traumatise au point qu'elle envisage de vendre tous les restaurants pour changer complètement de vie. Comment puis-je continuer à diriger des établissements qui portent sa marque, confie-t-elle à sa mère. Chaque fois qu'un client complimente la cuisine, j'entends ses recettes. Chaque fois que je forme un chef, j'utilise ses techniques. Il est partout dans mon travail, et maintenant je sais qu'il était peut-être là, physiquement, à m'observer diriger son empire en secret. Le couple de Sophia traverse une crise profonde. Son mari, Jérôme Dufour, un architecte rencontré à l'université, ne comprend pas l'ampleur du traumatisme de sa femme. Pour lui, c'est juste un fait divers, explique Sophia à son thérapeute. Il ne comprend pas que toute mon identité professionnelle soit construite sur l'héritage d'un menteur. Je ne sais plus qui je suis, vraiment. La mère de Vincent Marchetti, Marie-Claire, aujourd'hui âgée de 91 ans, est placée en maison de retraite spécialisée dans les pathologies neurodégénératives, vit dans un monde parallèle où passé et présent se mélangent. Ses troubles cognitifs l'empêchent de saisir pleinement que son fils, qu'elle pleure depuis 15 ans, est en réalité vivant et incarcéré à quelques kilomètres de chez elle. Les rares moments de lucidité sont d'autant plus douloureux. Vincent est mort dans l'hélicoptère, répète-t-elle aux infirmières. Pourquoi dites-vous qu'il est en prison? Il n'a jamais fait de mal à personne. Quand son état le permet, elle évoque les lettres qu'elle écrivait à son fils disparu, les messes qu'elle faisait dire pour le repos de son âme, les œuvres de charité financées par son héritage. J'ai donné son argent aux pauvres pour racheter ses péchés, murmure-t-elle. Maintenant, vous me dites qu'il était vivant et qu'il regardait. Vincent, informé de l'état de sa mère, demande l'autorisation de lui rendre visite en prison. Mais les médecins s'y opposent formellement, estimant que le choc de cette résurrection pourrait précipiter sa mort. Vincent vit cette interdiction comme une punition supplémentaire, conscient qu'il ne reverra jamais sa mère lucide et qu'elle mourra en croyant à sa mort héroïque plutôt qu'à sa lâcheté réelle. Le procès, qui s'ouvre le 15 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Nice, attire non seulement les médias internationaux, mais aussi des spécialistes du droit pénal, fascinés par les questions juridiques inédites que pose cette affaire. Maître Caroline Vasseur, l'avocate de Bernard Lacroix, développe une stratégie de défense basée sur l'état de nécessité. Mon client était acculé par une enquête fiscale qui menaçait de détruire sa famille. Face à la perspective de années de prison ferme, il a choisi la solution qui lui semblait préserver ses proches du scandale, plaide-t-elle. Certes, cette décision s'est révélée catastrophique, mais elle partait d'une intention louable. Cette ligne de défense se heurte au réquisitoire implacable du procureur Mathieu Dubois. Les prévenus ont choisi la facilité de la fuite plutôt que le courage de l'affrontement. Ils ont transformé leur famille en victimes collatérales de leur lâcheté. Pire encore, ils ont recommencé leurs activités criminelles dès leur retour, prouvant qu'ils n'avaient tiré aucune leçon de leur exil. L'instruction avait révélé des détails saisissants sur l'organisation de leur disparition et leur vie clandestine. Les écoutes téléphoniques réalisées entre mars et avril 2022 avaient permis de reconstituer leurs activités récentes et leurs états d'âme.
Dans une conversation entre Bernard et Vincent, enregistrée le 5 avril, Bernard confiait « Parfois, je me dis qu'on aurait mieux fait de purger nos 5 ans de prison en 2006. Au moins, on serait sortis en 2011, nos enfants nous auraient pardonné, nos femmes nous auraient attendus. » Vincent lui répondait avec son pragmatisme habituel. « Tu oublies qu'on risquait plutôt 10 ans et que nos familles auraient vécu dans la honte pendant toute notre détention. Au moins, elles ont eu 15 ans de paix, même si c'était basé sur un mensonge. » Ces échanges, diffusés lors du procès, révèlent des hommes conscients de leur erreur, mais incapables d'en assumer pleinement les conséquences. L'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal conclut à des personnalités narcissiques avec tendance à la fuite face aux responsabilités, mais exclut toute pathologie mentale susceptible d'atténuer leur responsabilité pénale. Bernard Lacroix écope de 6 ans de prison ferme, Vincent Marchetti de 5 ans, Alain Rossi de 4 ans et Jean-Paul Caron de 3 ans, en tant que seul du groupe à avoir témoigné de réels remords et à avoir collaboré activement avec la justice. Ils sont également condamnés solidairement à rembourser les 10 millions d'euros d'assurance vie, augmentés des intérêts sur 15 ans, soit un total de 18 millions d'euros. Le pilote Henri Blanc, extradé du Paraguay, est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Sa coopération avec la justice et ses 15 années de culpabilité ayant été retenues comme circonstances atténuantes. L'affaire a également des répercussions sur la réglementation aérienne française. Les autorités renforcent les protocoles de surveillance des vols privés et créent un système de vérification croisée des débris d'accidents, pour éviter qu'une telle supercherie puisse se reproduire. Lucas Chen, le photographe amateur qui avait involontairement déclenché cette extraordinaire résurrection, devient brièvement une célébrité sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram explose, passant de 15 000 à plus de 2 millions d'abonnés. Il publie un livre photo intitulé « L'image qui a ressuscité les morts », dont les bénéfices sont reversés à une association d'aide aux familles de victimes d'accidents aériens. L'inspectrice Claire Morisson, promue commissaire suite au retentissement de cette affaire, prend sa retraite en 2024 et écrit ses mémoires où elle consacre un chapitre entier à l'affaire de l'hélicoptère fantôme. Elle analyse les failles du système qui ont permis cette supercherie et formule des recommandations pour améliorer les enquêtes sur les accidents aériens. En prison, les 4 hommes vivent leurs dernières années dans des conditions très différentes de leur exil doré brésilien. Bernard Lacroix, maintenant âgé de 62 ans, passe ses journées à écrire des lettres de réconciliation à sa famille, lettres qui restent sans réponse. Vincent, toujours pragmatique, utilise ses compétences financières pour aider d'autres détenus à gérer leurs maigres finances et préparer leur réinsertion. Alain regrette profondément d'avoir perdu sa fille et ses petits-enfants qu'il ne connaîtra jamais. Il cuisine pour les autres prisonniers, recréant dans les conditions spartiates de la prison l'art culinaire qui avait fait sa réputation. Jean-Paul, le plus jeune du groupe, espère encore obtenir une libération anticipée et reconquérir l'estime de ses enfants. Leur histoire, devenue l'un des faits divers les plus marquants du XXIe siècle en France, continue d'alimenter documentaires, livres et films. Elle illustre de façon saisissante comment des choix désespérés peuvent avoir des conséquences dramatiques sur plusieurs générations et comment la technologie moderne peut faire ressurgir des secrets enfouis depuis des décennies. Mais au-delà du fait divers spectaculaire, cette affaire pose des questions profondes sur les limites de l'amour parental, sur le prix de la liberté et sur notre capacité collective à pardonner à ceux qui ont préféré nous faire souffrir plutôt que d'affronter leurs responsabilités. Car si Bernard Lacroix, Vincent Marchetti, Alain Rossi et Jean-Paul Caron ont effectivement ressuscité d'entre les morts, ils ont découvert que certaines blessures ne se referment jamais et que certaines trahisons ne se pardonnent pas. Aujourd'hui, quand les habitants de la Côte d'Azur regardent passer les hélicoptères au-dessus de la Méditerranée, certains se souviennent encore de cette incroyable histoire de 4 hommes qui avaient choisi de mourir pour éviter de vivre leurs erreurs.
avant de découvrir que la vraie prison n'était pas celle qu'ils fuyaient, mais celle qu'ils s'étaient construite eux-mêmes. Cette affaire nous montre comment les conséquences de nos actes peuvent nous rattraper des décennies plus tard, et comment une simple photo postée innocemment sur les réseaux sociaux peut bouleverser des vies entières. Elle illustre aussi que fuir ses responsabilités ne fait souvent qu'aggraver les problèmes et multiplier les victimes. Qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire de résurrection criminelle? Aviez-vous deviné que les 4 hommes d'affaires étaient encore vivants? Partagez vos théories dans les commentaires. Si cette enquête fascinante vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun de nos prochains cas mystérieux. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les affaires criminelles réelles. À bientôt pour une nouvelle enquête qui vous tiendra en haleine.